Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur notre premier webinaire en partenariat avec l'Association française de chirurgie. Je me présente rapidement, je suis le Dr Mélanie Autran, directrice du marché des professionnels de santé et je présente maintenant CHAM, l'entreprise pour laquelle je travaille qui appartient au groupe Reliance. C'est une société historique de la responsabilité civile médicale française qui s'est développée depuis quelques années aussi en Espagne, en Italie et en Allemagne sur ce risque particulier qui en fait notre cœur de métier. Depuis quelques années, nous opérons aussi à un changement en proposant des solutions d'accompagnement en management de risque auprès des établissements de santé dans les 4 pays. Et nous allons vous présenter aujourd'hui une solution technologique et l'accompagnement que nous proposons. L'AFC, vous connaissez, c'est l'Association française de chirurgie, la plus ancienne association de chirurgie créée en France au XIXe siècle. Pour nous accompagner aujourd'hui lors de ce webinaire, nous avons fait appel au professeur Patrick Pessot. Bonjour professeur Pessot, qui nous accompagnera tout au long de la table ronde. Vous pourrez aussi entendre réagir le docteur Georges Roméo, qui est anesthésiste réanimateur, directeur risk management de CHAM et qui vous parlera de notre démarche en risk management. Enfin, nous avons des interventions enregistrées qui seront diffusées de 3 intervenants différents. Le professeur Éric Vibert, qui est chirurgien hépatique et transplanteur au CHU Paul Brousse à Paris et créateur de la chaire BOPA. Björn von Siemens, qui est PDG et fondateur de Care Syntax, entreprise avec laquelle le groupe Reliance a noué un partenariat technologique. Et enfin, Pierre-Yves Antier, en interview croisée avec Björn von Siemens, qui est directeur stratégie, transformation, innovation du groupe Reliance. Je laisse maintenant la parole à Georges Roméo, qui va vous présenter la démarche globale de CHAM. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter la vision globale en management des risques par CHAM, donc le groupe Reliance. Donc, pour commencer, moi, j'aime beaucoup faire déjà un petit rappel sur ce qu'est le management des risques, parce qu'on en parle beaucoup de cette gestion des risques. C'est quelque chose qui est vraiment rentre dans notre langage de plus en plus fréquent à l'hôpital. En fait, ce qui est important de comprendre chaque étape, c'est d'abord, avant tout, une mise en place d'une organisation coordonnée dont l'objectif est d'éviter la survenue d'un incident, ce qui est plutôt assez logique. Par contre, ce qui est plus méconnu, c'est d'en diminuer les conséquences éventuellement par 3 axes, la prévention, la détection et l'atténuation. Donc ça, j'en parlerai pas mal après. Ça repose sur une analyse méthodologique des sinistres, donc des incidents, des événements indésirables graves, et aussi un point clé dans ce management des risques, c'est qu'il faut en tenir compte du contexte organisationnel et technologique du lieu de l'incident. C'est ce qu'on appelle l'analyse systémique. On va analyser le système dans lequel a eu lieu l'événement. Ça aussi, c'est un point important parce qu'un événement dans un établissement donné n'aura pas les mêmes conséquences par rapport à un autre établissement et les actions qu'on va mettre en place ne seront pas les mêmes non plus parce qu'on va tenir compte du contexte. Et enfin aussi, un point clé, c'est ce retour d'expérience. On doit apprendre de nos erreurs et surtout des erreurs des autres en mettant en place un plan d'action qui est adapté à la structure. Et ça aussi, c'est un des points clés de notre projet qui est l'accompagnement des établissements dans ce retour d'expérience après un événement indésirable grave. Donc, notre vision sur le management des risques, on part d'une vision ce qu'on appelle 360 degrés, c'est vraiment à toutes les étapes de la maîtrise du risque, avec un objectif, comme je vous l'ai dit dans la définition, prévenir la survenue d'un accident et d'en diminuer les conséquences. Si on prend cette vision 360, c'est-à-dire que dans le continuum de la maîtrise du risque, la première étape est d'identifier les risques. La seconde étape sera, une fois l'analyse faite, d'anticiper, puis après de réagir. On a 6 sous-étapes, l'identification des risques. Une fois qu'on a identifié nos risques, on va les prioriser, sur quels risques on va travailler, les plus fréquents, les plus à risque, pour ceux pour lesquels on a un niveau de maîtrise bas. On va mettre des actions de prévention pour éviter que ce risque soit avéré, ou éventuellement l'accepter. Puis ensuite, on va mettre en place des actions de détection, de récupération du dysfonctionnement. Puis, on va réagir une fois que l'événement, malgré toutes les barrières qui ont été mises en place, a lieu. On va le prendre en charge, faire le lien avec l'assureur, quand on est en vision établissement ou pro de santé, sur un événement indésirable grave, et jusqu'au retour d'expérience. On va mettre en place des barrières donc de prévention, de détection et d'atténuation.
Notre vision donc des risques prioritaires et cette vision 360 chez Cham Group Reliance, si on prend la vision globale des risques, on a 8 grands thèmes, la stratégie, la partie financière, le risque opérationnel et les risques pour lesquels on a des propositions dans le groupe Reliance de couverture, l'environnement et la logistique, donc les biens, la partie juridique et réglementaire, et 3 risques que nous avons particulièrement priorisés, qui est le numérique et la technologie, le risque médical, c'est-à-dire lié aux soins, et les ressources humaines, le besoin en ressources humaines, l'absentisme, etc. Et pour chaque risque, nous apportons, comme je vous l'ai dit, à chaque étape de maîtrise du risque, des solutions selon 3 axes, des évaluations, ce type de benchmarking, d'analyse de la donnée des établissements, les bilans de sinistralité, des accompagnements sous forme de formation, d'évaluation, de conseils, et également l'intégration de solutions technologiques qui sera le sujet dont on va parler dans quelques minutes. Pourquoi on fait un focus bloc très rapidement? Pourquoi on fait un focus bloc opératoire en termes de sécurité? Tout simplement que quand on est sur la donnée Cham, ça a couvert 63 000 sinistres sur les 10 dernières années. La deuxième donnée importante, c'est de savoir que le bloc représente 50% des réclamations et dans la littérature, 50% des événements indésirables graves. Un événement sur 2 a lieu dans le secteur interventionnel. Et on peut dire aussi qu'on a des résultats décevants d'un point de vue biblio depuis plus de 20 ans. Et je citerai tout simplement le travail qui a été fait par l'Académie de médecine aux États-Unis sur l'erreur est humaine il y a 20 ans. Un seul chiffre à retenir, c'est l'équivalent des décès évitables suite à une erreur correspondrait à 3 crashs d'avion tous les 2 jours. Aujourd'hui, dans les données qu'on a en France depuis une dizaine d'années aussi, c'est qu'il y a un événement indésirable grave tous les 5 jours dans un service de 30 lits ou de 25 lits pour l'interventionnel, et seuls 20% de ces événements sont connus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les résultats sont très décevants, et c'est là où on se doit aussi d'avoir une démarche de gestion des risques, d'où le sujet de ce soir de la gestion des risques au bloc opératoire. Enfin, très rapidement, notre priorisation et notre proposition en lien avec Care Syntax dont on parlera tout à l'heure, c'est de travailler principalement sur 3 grands thèmes, la checklist et la gestion des événements indésirables associés aux soins, la programmation au bloc opératoire et la pertinence de la mise à disposition des moyens au regard de la demande au bloc, et les pratiques chirurgicales, c'est-à-dire la variabilité interindividuelle. Nos leviers, travailler sur la pratique, les organisations, le travail en équipe, la communication. Et sur les différentes étapes, si on part du bas vers le haut, on est sur principalement une captation de données en temps réel, c'est-à-dire que toutes les données au sein de la salle d'intervention qui sont structurées peuvent être travaillées pour pouvoir proposer de l'analyse de données. L'analyse de données dans un premier temps a posteriori, c'est de voir a posteriori d'un événement comment on récupère les infos, mais également l'analyse des données en temps réel en apportant des alertes, mais ça vous sera mieux expliqué tout à l'heure et plus en détail sur l'interview de Care Syntax. Merci Georges. Je n'avais pas précisé, mais dans le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Donc, il y a un chat et des questions. Vous avez la possibilité d'écrire des questions. N'hésitez pas à nous les faire passer. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Nous avons prévu du temps de réaction à ce moment-là. Deuxième étape de cette première partie, l'interview de Éric Vibert sur le droit à l'erreur, qui a été interviewé par Georges Romero il y a quelques semaines. Éric, donc ton livre a été publié il y a quelques mois maintenant sur le droit à l'erreur et le devoir de transparence. Et pour commencer, voilà, j'aurais bien voulu que tu me dises un peu en quelques mots la genèse, comment t'es venue cette idée déjà de communiquer sur une erreur, notamment une erreur en chirurgie, ou sur le droit à l'erreur globalement dans le monde de la médecine. En fait, j'ai voulu communiquer sur 2 choses. C'est le droit à l'erreur, mais qui s'accompagne de quelque chose qui est très important, c'est le devoir de transparence. Parce qu'en fait, le point important, c'est que si on parle de droit, on parle aussi de devoir. Donc, c'est l'association des deux. Ce n'est pas uniquement le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de faire des erreurs si on n'est pas transparent. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai point clé. Et en fait, le sujet, c'est que pourquoi j'ai publié ce papier, ce livre, c'est que j'ai été confronté à une malade
qui m'a beaucoup troublé, hein, qui est une malade que j'ai opérée pour une tumeur bénigne du foie. Donc, je m'étais vraiment posé des questions. Est-ce qu'il faut que je l'opère? Est-ce qu'il ne faut pas que je l'opère? Donc, c'était une opération prophylactique. Et cette opération prophylactique, c'est compliqué d'une fistule biliaire, donc une complication relativement grave qui a nécessité une intervention. Et en fait, je n'avais absolument pas compris comment cette complication post-opératoire était arrivée. Et en fait, j'étais dans une culture tout à fait classique qui consistait à dire eh bien, c'est un événement indésirable en rapport avec un aléa thérapeutique. Et voilà, et donc je m'arrêtais là. Et en fait, il se trouve que par hasard, finalement, j'avais enregistré le film de cette opération, parce que c'était une opération qui était intéressante d'un point de vue didactique, puisque c'était un foie sain, c'était un segment 8 tout à fait anatomique, et je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais réalisée à ce moment-là. Donc c'est là où je suis rentré vraiment dans une réflexion autour de mais pourquoi on ne filme pas tout. Et puis après, j'ai déroulé toute la boucle pour essayer de comprendre en faisant un constat, en apportant, essayer de comprendre pourquoi on est confronté à ces problématiques de difficultés vis-à-vis de l'erreur et comment on peut essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'on a eu quand même des publications depuis plus de 20 ans sur cette notion d'erreur en médecine. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir ton avis sur pourquoi est-ce que tu as un diagnostic sur le fait qu'aujourd'hui, on a encore autant de difficultés de rentrer dans cette culture de droit à l'erreur, dans ce devoir de transparence. Qu'est-ce qui fait pourquoi qu'on en soit encore plus de 20 ans après les premières publications mondiales sur ce sujet, qu'on en soit toujours à se poser des questions sur est-ce que je peux parler de mes erreurs et est-ce que je peux commettre des erreurs? Ce qui s'est développé aussi, c'est que la médecine a fait des progrès. En fait, aujourd'hui, on a devant une tumeur du foie, par exemple, puisque c'est ma spécialité, on a plein d'alternatives thérapeutiques. Par exemple, la destruction locale, la radiothérapie externe, la radioembolisation, des traitements qui étaient considérés avant comme des traitements palliatifs. Et comme maintenant, on sait les faire de mieux en mieux, on sait très bien sélectionner les malades, c'est pas loin d'être curatif. En tout cas, clairement, on est aujourd'hui obligé d'avoir des résultats dans le domaine chirurgical qui doivent être très, très, très bons. Et donc, quand il y a une erreur, on est pointé du doigt parce que justement, on a fait une erreur alors que potentiellement, il y avait des alternatives thérapeutiques. Donc, c'est ça le problème, c'est que on a avant, en fait, c'était chirurgie versus rien d'autre en face, ou pas grand-chose en tout cas. Aujourd'hui, c'est chirurgie versus autre chose. Donc, on a quasiment une obligation de résultat. Donc, il y a un vrai sujet vis-à-vis de ses petits camarades, vis-à-vis du malade, vis-à-vis potentiellement aussi de l'assureur en ce qui concerne les chirurgiens du privé. Donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le niveau d'exigence est monté aussi. Alors, merci, Monsieur Vibert, de nous avoir donné votre témoignage sur le droit à l'erreur. Nous allons passer la parole maintenant à Patrick Pessot, qui nous présente un sujet sur quelle performance chirurgicale, quel apprentissage initial et continu, et quels outils peuvent être à disposition du chirurgien. Patrick Pessot, c'est à vous. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Juste pour faire la transition, Éric Vibert a parlé beaucoup de fois de transparence. Je crois que ça va être la conclusion un peu de ma présentation. Quelques mots-clés dont la transparence en effet. Alors, j'ai repris le titre que vous m'aviez proposé et vous m'aviez parlé de quelle performance chirurgicale. Alors, je vais sortir un tout petit peu du contexte purement bloc opératoire et vous donner un peu ma vision de comment on peut imaginer un chirurgien performant pour voir que le bloc opératoire est en effet un élément central, mais il faut en fait avoir la même démarche sur tout le parcours de la prise en charge du patient. Alors, performance, est-ce que performance, ça veut dire un chirurgien qui a des prouesses techniques et qui est capable de faire quelques chirurgies vertueuses. S'il est seul à le faire, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça de la performance. La deuxième chose, c'est de se dire, écoutez, je suis chirurgien, donc on vient de le voir avec l'interview d'Éric, en effet, c'est quand même de se dire, il faut avoir le moins de complications, mortalité, morbidité.
Mais est-ce que c'est juste ça comme indicateur d'une performance, ce qui a un risque après aussi de sélectionner des cas les moins graves et de ne pas prendre en charge tous les patients. Ça, c'est une phrase que adore Éric Vibert, justement, un chirurgien, c'est un médecin qui opère, on n'est pas qu'un technicien, nous prenons en charge globalement le patient, du diagnostic, du suivi, et donc, pour moi, plutôt que performance, il faut utiliser le terme de compétence. Un chirurgien compétent, techniquement, il faut en effet qu'il soit techniquement capable de réaliser les gestes qu'il veut faire, mais globalement, nous sommes tous, selon une courbe de Gauss, la majorité des chirurgiens sont techniquement compétents dans la moyenne. Il y a quelques super experts et puis des gens un peu moins bons. Mais ça, on a aujourd'hui, en parlant des outils, beaucoup d'outils pour apprendre hors du bloc opératoire, hein, jamais la première fois sur le malade, donc soit dans des formations initiales pour nos jeunes collègues, soit quand il y a une nouvelle technique et se mettre à jour avec des nouvelles approches. Eh bien maintenant, nous avons quand même beaucoup d'outils numériques, de simulateurs, soit 2D, soit même maintenant en réalité virtuelle. Et il y a des programmes pour essayer d'avoir l'acquisition de la compétence technique. Chirurgien performant, c'est plutôt aussi se dire, il y a eu l'avènement de la chirurgie cœlioscopique, les chirurgiens, comment ils se sont mis à développer une nouvelle technique, mais d'avoir l'arrière-pensée de la valider et puis d'augmenter sa faisabilité par l'apprentissage, mais aussi d'arriver à que la majorité des personnes le fassent. Ça fait partie du rôle d'un chirurgien compétent de diffuser une technique. Donc, on a toutes ces compétences techniques, mais on a aussi toutes les compétences non techniques, non procédurales à apprendre. Alors, c'était une petite vidéo, là, c'est en PDF, ça ne marche pas, mais c'était une vidéo où il y a une grosse hémorragie pendant une chirurgie. Voilà, c'est toute une équipe que l'on est au bloc opératoire. Il faut pouvoir, en cas de problème, gérer en salle l'anesthésiste, les aides, les infirmières. Et donc, il y a des nécessités d'avoir des compétences de leader, de manager dans ces situations-là. Donc, d'apprendre aussi du non procédural, de l'attitude au cas de problème. Et puis, alors je vais aller un peu plus vite, c'est aussi de pouvoir transmettre. C'est bien beau, mais si vous êtes le seul à avoir une technique chirurgicale, c'est quand même de pouvoir la transmettre pour que le plus nombre de chirurgiens puissent la faire au bénéfice de la majorité des patients. Et puis, cette vision aussi, d'avoir une vision d'avenir. Voilà, il y a eu l'avènement de la cœlioscopie, maintenant de la chirurgie robotique, de la chirurgie de plus en plus mini-invasive. Ce que disait Eric, des solutions alternatives. Il faut aussi ne pas rester cantonné dans sa zone de confort et voir ailleurs. Et donc, en fait, moi, je pense que, et ça revient à tout à l'heure, la diapositive aussi de Georges, vous allez voir de cette vision 360 degrés, un chirurgien compétent, c'est aussi un chirurgien qui sait s'évaluer. S'évaluer et prendre en considération le résultat pour le patient, et c'est là où je sors un peu du bloc opératoire, résultat de l'ensemble d'un parcours. Alors ça, c'est une diapo sur des choses que l'on met en place ici sur justement différents segments de la prise en charge du patient, mais le bloc opératoire n'est qu'une partie de toute la prise en charge chirurgicale, le diagnostic, la préparation à la chirurgie, le geste et l'hospitalisation et tout le suivi aussi. Et donc, moi j'aime bien parler de compétences et plutôt de pertinence. Et la pertinence, c'est avoir de la qualité, mais c'est savoir avoir une bonne indication. Je reviens à avoir ma diapo, avoir 0% de mortalité chez un malade qu'il ne faut pas opérer. On fait peut-être de la qualité, mais pas de la pertinence. Donc, c'est voir l'indication, la coordination, un mot aussi utilisé par Georges, la coordination de l'ensemble des acteurs, le suivi des patients et l'évolution de nos pratiques. Les choses évoluent, donc il faut se mettre à la page. Tout ça, aujourd'hui, en discussion avec le patient,
On n'est plus dans ce temps asymétrique où on décidait tout, on lui disait il faut vous opérer, monsieur. Voilà, c'est aussi une discussion sur la qualité de vie, les attentes que l'on peut avoir. Et donc, je vais passer un peu rapidement, mais donc, il faut avoir une évaluation des données. Les données doivent être de différents ordres sur un parcours de soins, des données cliniques, des données de parcours patient, de expérience, et aussi de qualité de vie, ce qu'on appelle les patient reported outcomes, les qualités de vie des patients. Et c'est en faisant ce mix de ces données qu'on retrouve cette notion de 360 degrés, c'est-à-dire j'ai des données, je m'analyse, je vois où il y a des défauts d'analyse, je mets en place des systèmes modificateurs et j'ai un feedback pour voir si je m'améliore. Ces choses sont faites sur les parcours en global, donc ça, je vais passer rapidement, mais c'est pour faire voir que c'est pareil, transparence, les données, il faut donner en transparence. Ça, c'est en Hollande où pour beaucoup de cancers, dont le cancer du rectum, il y a eu ces 7 qui ont été mis en place. Ce que l'on voit, c'est que chaque point, c'est un centre. On voit au début la dispersion. Il y a des bons, il y a des moins bons. Le fait de connaître son résultat, on ne connaît pas les autres, on sait où on est, eh bien tout le monde essaye de s'améliorer et vous avez, tout le monde va vers le haut et tout le monde se resserre. Et c'est ça l'idée d'un processus de qualité, d'assurance qualité, c'est qu'il y aura toujours des plus bons et des moins bons. L'idée, c'est de faire transparence de ces résultats pour pouvoir s'améliorer. Et donc, il y a des sets qui permettent de recueillir ces données-là. Nous, on les a mis en place ici à Strasbourg sur le cancer colorectal. On a fait la démarche de développer ces sets pour le cancer du pancréas qui ont été publiés. On les est en train de les publier sur le cancer du foie. Et du coup, ça nous donne aussi, sur différentes données, on peut aussi discuter avec le patient pour savoir que sur une cohorte, ça c'est possiblement l'évolution médiane de la qualité de vie des gens et on va pouvoir voir si votre patient il est en dehors et voir pour pouvoir donner des mesures si sur certains points ça ne va pas bien. Et puis on a développé des trackers qui nous permettent pendant l'intervention, pendant la consultation, de voir justement les différents points de suivi. Et donc, ce qui se passe au bloc, c'est la même chose, mais il faut avoir une vision encore plus loin et dans l'ensemble du parcours. Je pense qu'il faut avoir cette transparence des données pour que l'on puisse se comparer entre les différents chirurgiens, les différents centres, pour pouvoir essayer de s'améliorer et donc de ne pas stigmatiser celui qui fait une erreur, ce que disait Eric, ou de faire un peu moins bien. L'idée, c'est vraiment de pousser tout le monde vers le haut et donc d'améliorer nos pratiques. Donc moi, les conclusions, c'est, je reprends le mot de transparence, de coordination entre les différents acteurs, parce que là, je parle du parcours, de pédagogie. Il y a un tabou à l'erreur, il y a un tabou au résultat, et donc il y a un nécessité de pédagogie, et ce soir, ce webinaire, c'est une des façons de parler de ça, de cette transparence, de pédagogie. Et puis, le dernier mot, mais là, on est en dehors, c'est il y a un financement qu'il faut que nous soyons aussi valorisés pour faire bien. Et probablement, un des leviers, ça sera une part de financement à la qualité pour pouvoir stimuler tout le monde d'aller dans ce sens-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie encore Cham pour ce partenariat avec l'AFC. Merci, professeur Pessot. Vous restez avec nous jusqu'à la fin pour réagir aux différentes autres interventions. On va, juste avant l'interview du professeur Vibert, à nouveau sur la chaire BOPA, quelques mots sur la chaire BOPA, c'est justement une des solutions proposées d'équipement complet du bloc opératoire. Donc, BOPA, c'est pour bloc opératoire augmenté, qui propose justement d'analyser toutes les données du bloc opératoire pour gagner en transparence sur les différents événements qui peuvent concourir à la survenue des risques. On lance cette seconde interview. Tu as fait allusion aussi dans ce que tu disais sur l'étude anthropologique au bloc. Du coup, je vais en venir au travail que tu mènes, que tu pilotes, sans jeu de mots, sur la chaire BOPA, donc sur le bloc opératoire augmenté. Et du coup, voilà, que tu nous en dises un petit mot sur ce projet
d'une part, et puis aussi, ben, voilà, tu parlais de filmer les salles. Tout à l'heure, tu parlais aussi de l'augmentation technique au bloc opératoire. Donc, on pourra parler aussi d'un petit mot sur l'hypertechnologie, etc. Mais déjà, en quelques mots, si tu peux nous résumer ce travail sur cette chaire BOPA. La chaire BOPA, en fait, les origines de la chaire BOPA, c'est que j'ai créé un truc qui s'appelle le Week-end de l'innovation chirurgicale en 2016. Ce Week-end de l'innovation chirurgicale, c'était un think tank qui avait pour objectif d'emmener pendant un week-end, samedi, dimanche, des chirurgiens, des anesthésistes, des mathématiciens, des sociologues, pour essayer de réfléchir au futur de la chirurgie au sens large. De là sont sorties des idées. Et l'idée, c'était de passer de l'idée à la réalisation de l'idée. Et donc, pour passer à la réalisation de l'idée, on a créé cette chaire BOPA, la chaire innovation BOPA. BOPA, ça veut dire bloc opératoire augmenté, avec une approche qui est une approche à la fois humaine et technologique du bloc opératoire. Une approche humaine qui passe par justement cette transformation du rapport à l'erreur, par comment optimiser la communication entre les médecins et les malades, par est-ce qu'il est possible de pouvoir modifier même l'état de conscience des gens au bloc opératoire avec des outils tels que la réalité virtuelle ou choses comme ça pour pouvoir travailler justement sur le burn-out au bloc, enfin toutes ces dimensions très psychiques finalement du bloc opératoire, en s'appuyant aussi sur des outils technologiques qui permettent potentiellement d'aller un peu plus loin dans la capacité à se concentrer. Et toute la partie technologique, eh bien, elle consiste à augmenter le chirurgien par la technologie, augmenter le bloc opératoire. C'est vrai qu'on est quand même plus concentré sur le chirurgien que sur le bloc opératoire au sens large, mais il y a une vraie volonté aussi d'augmenter tout le monde et pas uniquement le chirurgien, avec un travail qu'on fait aussi avec des anesthésistes, en particulier un monsieur qui s'appelle Soulaï Damani, qui est un chirurgien, qui est un anesthésiste qui nous accompagne dans BOPA Anesthésie, et dans lequel il travaille sur justement des outils d'aide à la décision du côté de l'anesthésie. Donc il y a aussi une volonté d'augmenter l'anesthésie. Et tout ça, en fait, ce sont des augmentations évidemment qui passent par le numérique, avec une augmentation de la vue. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir développer des outils pour pouvoir filmer le bloc opératoire. Et quand je dis filmer le bloc opératoire, ça veut dire que pas uniquement en chirurgie laparoscopique. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que c'est assez simple de filmer de l'endoscopie, de la laparoscopie, de la robotique chirurgicale, parce que ça, il suffit de brancher un enregistreur vidéo numérique sur la colonne de Célio et t'enregistres tout. En revanche, dans le domaine de la chirurgie ouverte, qui est quand même une chirurgie qui se pratique encore pas mal, en particulier lorsque c'est des chirurgies très complexes, eh bien là, c'est très difficile de filmer. C'est très difficile de filmer parce que, eh bien, dans mon métier en tout cas, tu es penché sur le champ opératoire et lorsque tu as des caméras qui sont disposées dans le cialytique, eh bien, elles sont au-dessus de toi et en fait, tu filmes la tête des gens, mais tu ne filmes pas le champ opératoire. Donc, il y a une nécessité d'inventer des objets qui vont permettre de filmer le bloc opératoire dans de bonnes conditions avec des moyens pour pouvoir stabiliser même les images. Donc, en fait, il y a tout un projet qui consiste juste à inventer les outils pour filmer le bloc opératoire en chirurgie ouverte. Et pourquoi c'est important de pouvoir filmer? C'est parce que c'est comme ça qu'on pourra comprendre les choses, parce que ça fait référence à la malade dont je parle dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est vraiment cette malade qui m'a permis de comprendre pourquoi, parce que j'avais un film. Donc vraiment, l'image est hyper importante. Merci, c'était la deuxième intervention du professeur Vibert sur la chaire BOPA. Patrick Pessot, est-ce que vous voulez réagir une minute ou deux sur le sujet? Oui, alors
Je vous remercie pour cette interview. C'est dommage que Eric ne soit pas là pour qu'on puisse échanger, mais je pense qu'il a tout à fait raison, mais il parle de filmer le geste technique. Donc, en effet, il y a des problématiques plus pour la chirurgie ouverte, mais je vais aller au-delà. Il faut filmer l'ensemble de la salle opératoire. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, on est une équipe. Le chirurgien peut en effet grossièrement couper le mauvais vaisseau ou faire un problème technique, mais en fait, on se rend compte, et ça, c'est l'aviation qui nous l'a beaucoup fait voir, c'est que les erreurs sont un enchaînement de petites choses qui font qu'au bout, c'est une grosse catastrophe. Et donc, il faut aussi aller, je pense, plus loin, filmer l'ensemble du bloc opératoire, et on se rend compte que quelqu'un qui est rentré dans le bloc, qui a fait du bruit, les attitudes de l'équipe, tout doit être pris aussi en compte pour se rendre compte s'il n'y a pas des incidents qui apparaissent et qui vont en entraîner un deuxième, qui vont en entraîner un troisième, et puis voilà. Donc, il faut même filmer l'ensemble du bloc et avoir une réflexion sur la coordination des différents acteurs et voir si là, il n'y a pas des choses à mettre en place pour éviter l'erreur technique au final. Donc, je pense que là, et avec l'idée, ça serait des systèmes aussi de détection automatique avec des alarmes. Je veux dire, justement, quand il se passe quelque chose, il y a trop de personnes en salle, il y a un bruit sonore trop important, eh bien qu'on puisse avoir un rappel pour qu'on nous dise, là, c'est le moment de faire sortir des gens, de calmer, voilà, parce que sinon, on va être dans l'enchaînement des choses. Voilà. C'est comme ça aussi que je vois l'ensemble du bloc opératoire de demain. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est une transition parfaite avec notre troisième partie qui présente l'outil CareSyntax qu'on se propose de diffuser avec, à travers le groupe Reliance. Alors, cette partie est composée de 2 interviews. La première, c'est une interview croisée de Björn von Siemens, qui est donc le fondateur de CareSyntax, et Pierre-Yves Antier, directeur innovation stratégie du groupe. Cette interview est en anglais, et donc elle sera sous-titrée en français, puisque Björn von Siemens est allemand et ne parlait pas suffisamment bien français pour s'exprimer de façon fluide en français. La deuxième interview, j'introduirai tout après, est celle du professeur Vibert à nouveau, sa troisième sur le travail en équipe. Je lance la première interview sur CareSyntax. So, good afternoon to everybody. I'm quite pleased to introduce you to Björn von Siemens, who is the co-founder of CareSyntax, our partner in Europe when it's come to surgical risk improvement. Björn, can you give us a little bit of information about CareSyntax, please? Yes, thank you, Pierre-Yves, for this opportunity. I'm very happy to introduce our company and our vision to you over the next 10-15 minutes. And we'll start here with the mission. Our mission at CareSyntax is we make surgery safer and smarter by using software and data to empower surgeons, hospitals, and insurers. So it's very important to understand that we're empowering the ecosystem by providing software and novel data. A bit of background on the company. We were founded 7 years ago and have grown quite successfully over the last years into about 3,000 operating rooms that are using our solutions every day. And that means our clients and our customers have the wealth and the benefit of about 2 million procedures per year that are running via our systems and that we collect data from. We're extremely proud and happy to be working with large and successful organizations such as Reliance and Sham, and have a very high customer retention, both on the partnership level, but also on the hospital level, of our solutions being used for years and years and years, being improved continuously. One of the important elements, obviously, is the number of surgical users that we have, which surpassed 30,000 in the last year. And we have about 150 people, are growing quite quickly.
and are covering Europe, Germany, France, Italy, and Spain, and the United States. In terms of the team and the management team, we have a very interdisciplinary approach, bringing together specialists from the technology world with healthcare specialists, as well as domain area specialists in insurance and medical device. And the team is very international, but very focused only on making surgery smarter and safer through software and data. How did we start and what is our vision for surgery? When going into an operating room, we observe many different devices that are used to treat and monitor the patient. And these devices are still not really connected and interconnected. And that leads to variability of outcomes, that leads to increased risk in surgery. And our vision is to provide a platform that connects the devices that are used to treat and monitor the patients with the people working in the operating room, and as well with the patient medical records, to provide a unified view on an episode of care, to provide a unified view for the surgeon in the operating room, and to provide an excellent analytics tool for the C-suite of the hospital. How did the company evolve? And what is our vision? So we started out as a company that was primarily focused on workflow support and visualization in the operating room. And that's still our core. We're working a lot with video, we're working a lot with audio, a lot with device data that is really sitting in the operating room. And over the last years, since 2017, we started to invest into having this data available also outside of the operating room and using it for analytical purposes, for decision support systems, for the OR management, for the C-suite of the hospital, and as a training and connectivity tool for the surgeon. In the future, we intend to use this data, and we're already working on using this data to create automation solutions that help the surgeon and the surgical team in their day-to-day work to make things easier and more efficient, but also to help prevent medical or health-related mistakes that can endanger the outcome, the positive outcome of a surgery. How does our platform look like? As mentioned, we started out in the operating room, and this is the core of our solution. It's an ecosystem of applications and IoT devices that are connecting the different sources of data in the operating room and that are providing a very powerful suite of analytics tools for the surgical team in the operating room. We then have additional cloud-based solutions that both focus on efficiency and quality. We see efficiency as quality as actually the same coin, but just two sides of the coin, because efficient organizations usually also provide very high quality output. And so we're collecting the data from the operating room on the one hand and combine it with the patient medical record efficiency data from supply chain and room utilization and device utilization to create this really high fidelity record of the surgical procedure in one place. And all with the objective, again, to improve clinical outcomes, operational outcomes, and also economic outcomes for the hospitals and for our partners. And this surgical record is really what defines our company. In a way, it's the innovation that is brought by us into the market. One place and one system that can access the rich data, the content that is generated in the operating room, the device data, as well as efficiency information and business-related information. Thank you, Björn, for this interesting, I would say, overview. Can you give us a little bit more information about, of course, your capabilities, your research program, and as well as your medical studies?
which really illustrates the state-of-the-art capabilities of CareSyntax, please? Yes, absolutely. So next to already supporting surgeries around the world every day, we are using the data with the permission of the hospitals that we collect to really innovate and provide new analytical solutions that can help both the intraoperative workflow, to make the intraoperative workflow more efficient and safe, and also to provide guidance systems and helping systems for the administration of the hospital. And these innovations and these research studies have been, over the last years, published in peer-reviewed journals, and basically have led to this industry being more and more aware that these systems, which exist in other industries, also exist for surgery. And here I can show an example of such an algorithm that we developed together with the Inselspital in Bern and Sheba Medical in Israel, which basically detects certain instruments in the video flow of the surgeon and can identify how the instrument is handled. It can identify which phase of the surgery this video was taken in, and basically derive from different factors the risk of the patient, as well as possibly advise or support the surgeon in their training programs. Björn, you mentioned in your presentation that CareSyntax is already active in the US, and that you recently concluded a partnership, an extremely interesting partnership with the American Board of Surgery. I would like to know a little bit more about it, and if this would be replicable together, of course, with Scientific and Surgical Association in Europe. Yes, absolutely. Thank you, Pierre-Yves. So for us, the partnership with the American Board of Surgery is really a milestone in this industry, because, and we spoke about this beforehand, we believe that video and basically data that is collected in the operating room should be used to support the training, as well as also the certification of surgeons. And so to start out, I wanted to provide you a bit of a background of the American Board of Surgery. It's a nonprofit organization. It's one of the 24 medical boards making up the American Board of Medical Specialties. And its main function is actually to certify surgeons. It's a voluntary certification, but in reality, if you don't have it, it's very difficult to get an employment in a hospital as a surgeon. So usually it's required. And the American Board of Surgery has over 31,000 surgeons that are certified by it on a regular basis. And it has 6 specialty boards: general, vascular, pediatric, trauma, oncology, and transplantation surgery. So that's a bit of a background in terms of scale of the American Board of Surgery. What we are doing together with them, we signed an agreement and were selected as a vendor to help them with our technology platform to, on the one hand, collect data from the operating room, mainly videos from room cameras or from endoscopic cameras or from surgical light cameras and device data, and provide this in a unified platform that can be accessed, securely accessed via a web portal. And then these videos of a specific case or of specific cases can be rated and graded independently, anonymously, by rating surgeons or by the people that are conducting the continuous certification program of the American Board of Surgery. The objective of this
first pilot is to explore the feasibility of video-based assessment as the main vehicle for skill assessment and improvement for practicing surgeons. And one anecdote here is that our Chief Medical Officer at CareSyntax, Dr. Mike Woods, who is a surgeon, is still a board certified surgeon, because the way the certification works at the moment, it's paper-based and question-based. So it's not really based on what the surgeon has actually done over the last years and how they have worked. And this is something that the American Board of Surgery wants to change. They want to connect it more to the actual practice of the surgeon, the certification progress and program. And obviously it's also from a quality perspective, a very important element to have actual information from the surgery of the certified board members. What will we concretely do? We have a task force formed together with the American Board of Surgery, with monthly cadence of check-ins on the technology deployment, where we are now at the moment connecting to operating rooms across the country, collecting video materials, and then we will invite over 100 surgeons to participate and upload 3 or more data points, videos from their surgical procedures. And then the raters will start assessing these videos according to the OSAT score, which is a quality scoring basically metric for surgeons. The administration, together with us, will monitor the progress, and we will be able to present the outcome of the study by the end of the year. And very importantly, the participants, so the diplomats, will be able to provide feedback for the program as well. So we believe that this is the video-based assessment is something that is pertinent to the American Board of Surgery, but also should be made and will be made available for other surgical associations. Specifically, together with Reliance, we are looking to offer it to surgical associations in Europe, in Germany, Italy, Spain, and France. And we would be delighted to collaborate on this very important topic. Thank you. Thank you very much, Björn, for this quite clear explanation of this, one of the use cases and one of the initiatives taken by CareSyntax to contribute to a safer and more efficient surgery. And definitely, I think we share values together with the audience today of contributing, and going into the direction supported by new technologies. So one more time, thank you for your time and thank you for the audience. Thank you so much, Pierre-Yves. Alors, nous passons immédiatement à l'enregistrement qui suit, qui est l'interview d'Éric Vibert sur le travail en équipe. Notre groupe HAM, Groupe Reliance, on est ravis et c'est assez logique qu'on soit mécène dans ce travail et en lien avec notre partenaire CareSyntax, c'est fondamental. Tu l'as bien dit, en fait, en résumé, d'un point de vue management des risques, qui est un sujet qui nous porte beaucoup. L'ensemble de ces technologies, elles ont vraiment un lien sur tout le parcours du management des risques, parce qu'effectivement, tu as étudié, en tout cas, tu apportes des solutions sur la prévention du risque, en prévoyant la chirurgie, sur la partie aussi aide à la décision, comment réagir au plus vite. On est vraiment au plus proche, on va dire, du dysfonctionnement ou du pré-dysfonctionnement. Tiens, j'ai besoin de savoir comment ça va réagir, etc. Et enfin aussi, à travers l'image, l'analyse rétrospective en cas de dysfonctionnement. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur tout le parcours qui nous porte, de la prévention à la gestion et l'analyse des causes, on va dire, de l'incident, pour revenir sur notre sujet initial.
Du coup, il y a un sujet aussi, tu as parlé, la partie humaine, ça c'est un point qui est très intéressant. Et c'est de savoir, voilà, souvent l'hypertechnologie ou l'augmentation comme ça des solutions techno-bloc, on sait que l'objectif, ça va être d'améliorer la performance chirurgicale, d'améliorer les pratiques, potentiellement le travail en équipe, et ça on pourra en parler après aussi. Mais souvent on se pose des questionnements, et je crois que c'est quelque chose que tu vas analyser aussi, c'est l'impact de toutes ces solutions techniques sur l'humain sur les solutions techno aussi, comment il va se comporter, hein, sur tout ce travail autour de la sociologie. Et puis, enfin, voilà, est-ce que tu vas aussi travailler sur l'impact sur le travail en équipe, justement? Oui, alors on va y travailler et c'est vrai que le vrai sujet aujourd'hui, quand on voit cette hyper technologie, c'est un truc très simple, c'est il faut probablement inventer des nouveaux métiers de bloc opératoire. Ou alors, je pense que l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs, de former le personnel non médical, je pense aux particuliers, aux penseurs et aux penseuses et aux iPods, à justement l'apprentissage de ces nouvelles technologies. Et en fait, le vrai sujet aujourd'hui, je pense qu'il va être là. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on parle de la chaire BOPA, on parle évidemment des chirurgiens et des anesthésistes, mais on parle aussi du personnel non médical. Et il y a un vrai sujet de formation sur ces gens qui sont parfois un peu oubliés du côté très techno. Et c'est une erreur parce qu'ils vont être absolument fondamentaux. Et si vous n'avez pas des penseuses qui connaissent la techno, ben, on n'y arrivera jamais. Je vais revenir sur un truc fondamental qui aussi peut pousser les gens à utiliser la technologie, c'est le fait que ça puisse permettre de mesurer la qualité des soins. Et je pense que la technologie, elle doit aussi permettre de mesurer ça. Elle doit mesurer ce que c'est que la qualité des soins de manière tout à fait objective, parce qu'aujourd'hui, pour mesurer la qualité des soins, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le fait que les malades soient réhospitalisés ou pas, on utilise la durée d'hospitalisation. La durée d'hospitalisation, ce n'est pas toujours associé à la qualité des soins. Il faut mesurer la qualité, pondérer au type de malade qu'on opère. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est faisable. C'est faisable. Je veux dire, on a aujourd'hui suffisamment de données pour être capable de définir un benchmark, parce que finalement, ça va passer par là, hein, un benchmark pour savoir quelle est finalement la qualité des soins et quel est le distinguo entre un centre expert et un centre non expert et comment on fait pour caractériser un centre expert. Alors, et du coup, tout à l'heure, tu parlais aussi de CareSyntax. Donc, nous, c'est surtout à travers ce partenariat avec cette technologie auquel on veut mesurer un certain nombre de points et on veut améliorer les pratiques au bloc, comme tu l'as dit, que ce soit d'un point de vue prévention, réaction immédiate ou a posteriori. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aussi voilà, l'apport de CareSyntax au sein de cette chaire BOPA qu'est-ce que ça t'apporte dans ce domaine global d'amélioration des pratiques, de gestion des risques ou de travail? Bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais dire où on en est et où est-ce qu'on veut aller avec. Aujourd'hui, CareSyntax a été installé dans le bloc opératoire de BOPA. Donc, en fait, BOPA, c'est donc un lieu physique de 160 mètres carrés qui est à l'hôpital Paul-Brousse, dans lequel il y a plusieurs bureaux. D'ailleurs, là, je vous parle actuellement d'un des bureaux de BOPA. Et on a dans BOPA un lieu qui est un bloc opératoire factice dans lequel on a reconstruit un bloc avec des brachialytiques, une vraie table de bloc, des colonnes de célioscopie, et puis en effet le système CareSyntax avec 2 caméras de chaque côté du bloc pour pouvoir en fait s'approprier la technologie. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on va utiliser cette techno. Est-ce que cette techno va pouvoir se marier en particulier avec le système d'information de l'AP? Parce qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que là, on est en train de connecter un machin informatique qui capte l'ensemble des données du bloc opératoire du côté des chirurgiens, du côté du bloc, enfin, de l'activité humaine dans le bloc, enfin, des mouvements, etc. Et je l'espère aussi des anesthésistes. Comment on va pouvoir matcher ça avec un système d'information extrêmement cadré comme celui de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, avant d'imposer ce truc-là au bloc, parce que ça nécessite quand même des travaux, etc., je veux dire, on va tester CareSyntax à BOPA. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors,
et on commence vraiment à avoir quelque chose qui fonctionne, on apprend à le faire fonctionner. Donc, on est capable, on a un très grand écran dans la chaire Bopa et on est capable de mettre en effet les différentes activités. Donc, je pense que le côté très intéressant, c'est le côté kaléidoscope. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde voit ce que fait tout le monde. Alors maintenant, ce n'est pas facile, mais il faut avoir la possibilité pour, je ne sais pas qui, ça peut être l'équivalent, par exemple, pour reprendre des analogies aéronautiques un peu bébêtes, le contrôleur aérien, si j'ose dire, qui voit un peu ce qui se passe du côté du champ, du côté de la salle et du côté des anesthésistes, par exemple. Merci beaucoup, Luc, pour cette vision globale. Et en tout cas, on a hâte de voir effectivement les premiers résultats de la chaire Bopa. Encore une fois, on est vraiment ravis de t'accompagner dans cette aventure. Bah, moi aussi. Je suis très, très content que vous soyez là. Puis j'étais très content de discuter avec toi. Pas en face-to-face, mais en screen-to-screen. Presque. Alors, il nous reste 5 minutes. 5 minutes de questions et pour une réaction de Patrick Pessot, je vais juste répondre à une question qui a été formulée au tout début sur une notion de définition. Quelle est la différence entre une complication, une erreur et une faute? Alors, une erreur, c'est quand on fait mal alors qu'on pense faire bien. C'est une définition de qualité. Une faute, c'est une déviation de la pratique par rapport aux règles de l'art ou aux recommandations en vigueur à l'époque des faits. Donc, vraiment, il y a un écart qu'on peut mesurer. Et la complication, c'est ce qui est la conséquence potentielle de l'erreur ou de la faute. Je donne tout de suite la parole à Patrick Pessot, donc en réaction à ce qui a été présenté sur CareSyntax et le travail en équipe. Et puis, je vous indiquerai vous allez garder la parole, je vous indiquerai les questions auxquelles on souhaite que vous répondiez. Vous avez 1 minute de réaction. À chaud. C'est vrai, en plus, je n'ai pas entendu les interviews avant, on n'a pas préparé. Donc, non, alors, quelques réactions comme ça à chaud. La technologie, pour moi, doit être au service de l'usage et pas l'inverse. C'est-à-dire que la vraie problématique, c'est les cliniciens, c'est les praticiens qui veulent avoir une résolution vers la technologie et on n'est pas à avoir un outil et voir comment on va l'utiliser. Donc ça, je pense qu'il faut toujours revenir sur l'humain, sur ce que l'on attend et pas aller dans l'autre sens. La deuxième chose, c'est qu'en effet, notre métier, le métier évolue, tout, je veux dire, il faut l'accompagner et donc il faudra l'accompagner par de la formation. Le métier que l'on exerce chirurgien, mais aussi de nos aides, sera peut-être différent dans quelques années avec toute cette technologie et cette digitalisation. Mais donc, il faudra l'accompagner et je ne vois pas non plus le remplacement de certains métiers par purement de la technique. La troisième chose que j'ai entendue, et je pense que toutes ces notions de data, d'acquisition de data, ça ne doit pas être chronophage et ça ne doit pas être une suradministration du clinicien qui doit justement utiliser beaucoup plus de temps humain avec les malades. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'interopérabilité avec tous les systèmes de ce que disait Eric, c'est-à-dire que si on veut évaluer ce qui se passe au blog de la vidéo, il faut que ce soit connecté d'emblée avec les données cliniques de ma maladie, du résultat ANAPAT, du suivi, récidive par récidive. Et donc, il ne faut pas qu'on passe sous un mode recherche clinique avec un attaché de recherche clinique qui passe du temps, ou le chirurgien, à rentrer de la data. Il faut qu'il y ait une automatisation de l'acquisition et donc une interopérabilité entre tous les systèmes de santé. Et ça, ça va être le point clé si on veut diffuser toutes ces techniques. La dernière chose, c'est une question, j'allais dire plus, c'est que l'acquisition de données, la donnée, elle est en possession du patient. Donc, la bonne loi européenne de RGPD, filmer les malades et tout ça. Donc, ça doit être aussi dans un cadre, on ne peut pas filmer un malade comme ça à son insu. Donc, ça doit être aussi cadré juridiquement et en Europe selon les lois RGPD.
Voilà un peu mes commentaires à chaud de l'interview d'Éric. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a le temps pour 2 questions, une pour vous et une pour Georges Romero. On a choisi parmi celles qui ont les nombreuses questions qui ont été posées. En fait, on répondra à l'ensemble d'entre elles et on les associera à la projection. La question… Comment? Sinon, il va y avoir des frustrés. Exactement. Une question qui était posée sur la place de l'accréditation HAS des chirurgiens. Comment on situe l'accréditation HAS des chirurgiens dans les démarches qualité qui sont préconisées par les experts présents? Donc, je vous laisse répondre du point de vue technique chirurgical. Accréditation, certification. Aujourd'hui, on n'est pas justement comme le modèle américain à une certification, accréditation individuelle du chirurgien. On est sur une accréditation d'établissement. Bientôt, on va passer au service. Et c'est essentiellement sur du procédural et pas du résultat de patients. Donc, on en est loin un peu de cette accréditation individuelle. Je pense qu'on va y aller. Et les outils d'évaluation seront une aide. La formation continue, les simulateurs, va être tout ça des choses qui vont devenir dans le quotidien justement pour permettre d'avoir cette accréditation individuelle, mais on n'y est pas du tout. Et c'est pas encore dans les tuyaux du tout. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi l'accréditation HAS pour les chirurgiens libéraux qui se développe sur des éléments qui sont très différents de ce qui est présenté dans ce webinaire. C'est vraiment pour un futur assez distant pour l'instant. Une dernière question pour Georges Romero à propos de la checklist au bloc opératoire. Georges. Oui, tout à fait. Donc la question, c'est effectivement la checklist, est-ce que ça a démontré la diminution des événements indésirables? Si on reprend l'étude initiale, c'est très intéressant comme question. Si on reprend l'étude initiale qui est très peu connue, on l'a vécu depuis le 1er janvier 2010 comme une obligation en France, cette checklist de bloc. Mais si on regarde l'étude mondiale de 2008, elle a montré clairement une diminution significative de la morbidité et de la mortalité. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette checklist à faire. La problématique aujourd'hui, c'est une incompréhension de son utilité et de la façon de le faire et du partage clé à des étapes, de points clés à des étapes clés de la chirurgie avant anesthésie, avant incision et avant sortie de la salle. Pourquoi je peux dire aujourd'hui qu'on a une incompréhension? Tout simplement à travers la sinistralité, on a un nombre d'événements graves significatifs qui auraient dû être évités par la checklist. L'erreur de côté, on note sur la checklist que c'est le bon côté, manifestement. Il y a une problématique de vérification. Et ça, c'est un axe majeur sur lequel on veut travailler, de préconisation, d'accompagnement. La Patrick parlait tout à l'heure d'accompagnement des équipes, et c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est aider à la compréhension. Et surtout, toujours pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, c'est l'importance d'accompagner, de faire comprendre et d'intégrer la checklist à notre activité quotidienne. On doit quasiment la faire sans s'en rendre compte, ça doit faire partie de nos vérifications habituelles, et elle doit vraiment s'intégrer sur notre pratique et pas être vécue comme quelque chose qu'on apporte comme ça, quelque chose de faire en plus que l'on ne comprend pas, et elle doit avoir une utilité. Et enfin, le dernier point de son utilité, c'est d'analyser tous les dysfonctionnements qu'on va récupérer, parce qu'on récupère un certain nombre de points, mais on est juste dans le traitement des conséquences, on ne va pas être dans l'analyse des causes. Et c'est tout ce qu'on souhaite faire en intégrant les solutions technologiques, c'est comment faire en sorte que cette checklist fasse partie intégrante de notre pratique au quotidien, et surtout l'analyse a posteriori, on voit un peu le lien avec les événements indésirables aussi, c'est l'analyse des dysfonctionnements qu'on fait remonter pour aller traiter les causes. Et c'est un des axes. Il y a beaucoup d'autres axes que l'on veut développer avec cette partie Care Syntax. C'est vrai que sur cette checklist, c'est un point majeur en management des risques parce qu'elle a largement démontré son efficacité à condition qu'on la fasse bien. Finalement, merci Georges, merci Patrick Pessot. Finalement, il y a des questions apparaissent sur la place de la dimension de l'équipe autour de l'outil et la culture de l'erreur, du partage, de la communication autour de ces sujets. Finalement, ce qu'on propose à travers Care Syntax, c'est donner des outils aux équipes, au bloc opératoire, pas seulement aux chirurgiens, pour travailler sur l'amélioration de leur coordination, de leur communication,
travailler aussi sur l'amélioration des gestes techniques. Et évidemment, l'outil est complet sur ce plan-là. Travailler sur la planification au bloc opératoire pour permettre à la parole de circuler dans une idée de non-répréhension de l'erreur si jamais elle survient. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous étiez nombreux. Nous étions ravis de vous accueillir. Merci encore, professeur Pesso, et à l'AFC de s'être unis à nous en partenariat sur ce webinaire. Nous sommes évidemment à votre disposition pour échanger plus avant si vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter sur le site de CHAM. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.